L'œuvre noire, Marguerite Yourcenar. Peu à peu, des changements presque imperceptibles se faisaient en lui, fruits d'habitudes nouvelles qu'il s'était acquises. Mais la différence entre hier et aujourd'hui s'annulait dès qu'il y portait le regard. Il exerçait la médecine comme il l'avait toujours fait, et il n'importait guère que ce fût sur des locteux ou sur des princes. Sébastien Théus était un nom de fantaisie, mais ses droits à celui de Zénon n'étaient pas des plus clairs. Non habet nomen proprium. Il était de ces hommes qui ne cessent pas jusqu'au bout de s'étonner d'avoir un nom, comme on s'étonne en passant devant un miroir d'avoir un visage, et que ce soit précisément ce visage-là. Son existence était clandestine et soumise à certaines contraintes. Elle l'avait toujours été. Il vivait, à peu près claquemuré dans son hospice de Saint-Cosme, prisonnier d'une ville, et dans cette ville d'un quartier, et dans ce quartier d'une demi-douzaine de chambres donnant d'un côté sur le jardin potager et les dépendances d'un couvent, et de l'autre sur un mur nu. Ses pérégrinations assez peu fréquentes à la recherche de spécimens botaniques passaient et repassaient par les mêmes champs labourés et les mêmes chemins de halage, les mêmes bocqueteaux et la lisière des mêmes dunes, et il souriait, non sans amertume, de ces allées et venues d'insectes qui circulent incompréhensiblement sur un empan de terre. Mais ce rétrécissement du lieu, ces répétitions quasi mécaniques des mêmes gestes, se produisaient chaque fois qu'on harnachait les facultés en vue de l'accomplissement d'une seule tâche délimitée et utile. Sa vie sédentaire l'accablait comme une sentence d'incarcération qu'il eût par prudence prononcée sur soi-même, mais la sentence restait révocable. Bien des fois déjà, et sous d'autres ciels, il s'était installé ainsi momentanément, ou croyait-il pour toujours, en homme qui a partout et n'a nulle part droit de cité. Rien ne prouverait qu'il ne reprendrait pas demain l'existence errante qui avait été son lot et son choix. Et pourtant, son destin bougeait. Un glissement s'opérait à l'insu de lui-même. Comme un homme nageant à contre-courant et par une nuit noire, les repères lui manquaient pour calculer exactement la dérive. Naguère encore, en retrouvant son chemin dans le lacis des Venelles de Bruges, il avait cru que cette halte, à l'écart des grandes routes de l'ambition et du savoir, lui procurerait quelque repos après les agitations de 35 ans. Il comptait éprouver l'inquiète sécurité d'un animal rassuré par l'étroitesse et l'obscurité du gîte où il a choisi de vivre. Il s'était trompé. Cette existence immobile bouillonnait sur place. Le sentiment d'une activité presque terrible grondait comme une rivière souterraine. L'angoisse qui l'étreignait était autre que celle d'un philosophe persécuté pour ses livres. Le temps, qu'il avait imaginé devoir peser entre ses mains comme un lingot de plomb, fuyait et se subdivisait comme les grains du mercure. Les heures, les jours et les mois avaient cessé de s'accorder aux signes des horloges et même au mouvement des astres. Il lui semblait parfois être resté toute sa vie à Bruges et parfois y être rentré de la veille. Les lieux aussi bougeaient. Les distances s'abolissaient comme les jours. Ce boucher, ce crieur de denrées aurait aussi bien pu être à Avignon ou à Vadstena. Ce cheval fouetté, il l'avait vu s'abattre dans les rues d'Andrinople. Cet ivrogne avait commencé à Montpellier son juron ou son jet de vomissure. Cet enfant qui vagissait dans les bras d'une nourrice était né à Bologne il y avait 25 ans. Cette messe du dimanche, à laquelle il ne manquait jamais d'assister, il en avait entendu l'introït dans une église de Cracovie 5 hivers plus tôt. Il pensait peu aux incidents de sa vie passée, déjà dissous comme des songes. Parfois, sans raison apparente, il revoyait cette femme grosse qu'il avait consenti à faire avorter, en dépit du serment hippocratique, pour lui épargner une mort ignominieuse au retour d'un mari jaloux, dans un bourg du Languedoc. Ou encore, la grimace de sa majesté suédoise avalant une potion. Ou son valet, Alleil, aidant leur mule à passer le gué d'une rivière, entre Ulm et Constance. Ou le cousin Henri-Maximilien, qui peut-être était mort. Un chemin creux où des flaques ne séchaient pas même en plein été lui rappela un certain Perrotin
qu'il avait guetté sous la pluie, au bord d'une route solitaire, au lendemain d'une querelle dont les motifs n'apparaissaient plus. Il recréait deux corps agrippés dans la boue, une lame brillante tombée à terre, et Pérotin, dagué par son propre couteau, lâchant prise, devenu lui-même boue et terre. Cette vieille histoire n'importait plus, et n'eût pas importé davantage si ce cadavre mou et chaud avait été celui d'un clerc de 20 ans. Ce Zénon, qui marchait d'un pas précipité sur le pavé gras de Bruges, sentait passer à travers lui, comme à travers ses vêtements usés, le vent venu du large, le flot des milliers d'êtres qui s'étaient déjà tenus sur ce point de la sphère, où y viendrait jusqu'à cette catastrophe que nous appelons la fin du monde. Ces fantômes traversaient sans le voir le corps de cet homme qui, de leur vivant, n'était pas encore, ou lorsqu'il serait, n'existerait plus. Les quidams rencontrés l'instant plus tôt dans la rue, perçus d'un coup d'œil, puis rejetés aussitôt dans la masse informe de ce qui est passé, grossissaient incessamment cette bande de larves. Le temps, le lieu, la substance perdaient ces attributs qui sont pour nous leurs frontières. La forme n'était plus que l'écorce déchiquetée de la substance. La substance s'égouttait dans un vide qui n'était pas son contraire. Le temps et l'éternité n'étaient qu'une même chose, comme une eau noire qui coule dans une immuable nappe d'eau noire.